Chers internautes, bienvenue à cette nouvelle émission de La Roue. La Roue, il faut le rappeler, que cette émission qui promeut l'entrepreneuriat, le leadership et la gouvernance. Une fois de plus, nous sommes reçus par notre partenaire, le restaurant Au Goût d'Afrique chez Tina, qui a un pâté du supermarché Maïma au quartier Ouarda. Au cours de cette émission, vous aurez vos rubriques habituelles, à savoir le face-à-face et les lectures des mails. Prenons une courte respiration et nous retrouvons pour la panoplie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de francophonie, la langue française parlée par environ 300 millions de personnes dans le monde entier. C'est la 5e langue la plus parlée, la 4e utilisée sur Internet, la 3e dans le monde des affaires. 29 pays ont adopté le français dans leur constitution comme langue officielle, dont 13 comme langue officielle uniquement et 16 comme langue co-officielle. En Afrique, nous avons environ 141 millions de personnes qui parlent la langue de Molière. 50 ans donc après la naissance de la francophonie, nous nous interrogeons sur son action, sur les projets qui est porté sur cette organisation. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons M. Bellingham Meka Pierre Ivan, qui est étudiant à l'université de Lyon 3, délocalisé à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, étudiant en Relations Internationales, option francophonie et mondialisation. Il est par ailleurs, il faut le rappeler, titulaire d'un master en sciences politiques, option politique publique, administration, bien ça. Il faut le rappeler bien sûr qu'il est non seulement le major de sa promotion, mais également le major de toutes les promotions à l'université de Yaoundé 2, l'année passée en Master 2. Et il est également coordonnateur de l'Institut camerounais pour les Nations Unies, au sein de l'Association camerounaise pour les Nations Unies, en charge de la formation des députés et sénateurs d'union. Il a des multiples casquettes et la liste est loin d'être exhaustive. J'ai même du mal à parler car le CV est assez grand. Je vais laisser le soir l'invité de dire un petit mot. Bienvenue M. Bellingham. Merci M. Mouaga. Bon après-midi à vos nombreux internautes. Alors aujourd'hui on va parler ensemble de francophonie 50 ans après, d'autant plus qu'on a célébré la journée mondiale le 20 mars dernier, mais ça a été en 2019, en raison de la pandémie de Covid-19. Alors j'aimerais vous poser d'abord une question de savoir où est née, comment est-ce qu'elle est là, dans quelles circonstances est-ce qu'elle est la francophonie et comment a-t-elle évolué? Monsieur Mouaga, je tiens encore à vous remercier d'avoir mis cette thématique au centre de votre émission de ce jour parce qu'il s'agit de méditer comme on ne l'a jamais fait sur un thème aussi important que la francophonie. Alors, relativement à votre question, la francophonie, il faut le dire, n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Nous avons 3 types de francophonie. La première francophonie, la deuxième francophonie, la troisième francophonie. La première francophonie, c'est une francophonie linguiste. La deuxième francophonie, c'est une francophonie sémorienne. Et la troisième francophonie, c'est une francophonie mondialisée. Je vais revenir sur ces différents concepts. Alors, qu'entend-on par francophonie linguiste? La francophonie linguiste est d'abord née d'après les écritures d'Onésime Reboul, un géographe français, dans un célèbre ouvrage Francophonie, Colonie, Algérie. Francophonie, Algérie et Colonie, où il a prononcé pour la première fois le mot francophone. Et d'après lui, francophone voulait dire des parlants français dans le monde. Donc tous ceux qui dans le monde sont d'expression de la langue française. Voilà la première francophonie, ce qu'on appelle la francophonie linguiste. Mais on ne va pas s'arrêter là. L'ancien président sénégalais Senghor, pour le rappeler, va reprendre cette expression d'Onésime Reboul, mais en y donnant un contenu un peu plus explicite. Senghor lui parle de humanisme intégral. Là, nous sommes dans la seconde francophonie, c'est-à-dire la francophonie senghorienne. Il s'agit de la francophonie portée par ses pères fondateurs. Parmi ses pères fondateurs, nous avons donc Senghor, comme je viens de le dire tantôt. Nous avons Amani Dioré, le Nigérien, l'ancien président nigérien. Nous avons aussi l'ancien président Habib Bourguiba, le Tunisien. Et à côté de ces 3 Africains, nous avons aussi un Cambodgien, le roi Norodom Siamou. Ce sont ces pères fondateurs qui ont porté, qui ont donné un contenu un petit peu plus explicite à ce qu'on entend par francophonie. Il ne s'agit plus uniquement
des locuteurs de la langue française, mais il s'agit aussi d'un humanisme, une autre volonté donnée aux Africains de la francophonie. Et après cette deuxième mondialisation qui est la francophonie senghorienne, nous avons la troisième francophonie qui, elle, a émergé dans le 21e siècle, on peut le dire. Mais entre le 20e siècle et le 21e siècle, c'est-à-dire que 1997 et 2002, je crois 1997 pourquoi? Parce que c'est en 1997 qu'on a donné une véritable connotation politique à la francophonie, avec la création notamment du secrétaire général, du poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a été dirigé pour la première fois par Boutros Ghali, un ancien secrétaire général des Nations Unies. Mais vous voyez qu'à ce niveau-là, on a déjà dans une autre dimension de la francophonie. Une francophonie qui est plus présente sur la scène internationale, une francophonie qui est un acteur des relations internationales. Bon, après avoir présenté ces différentes phases, cette trajectoire historique de la francophonie, ici est l'on de s'attarder sur ce qu'on entend par francophonie aujourd'hui. Oui, c'est ça, ensemble. Bien sûr. Francophonie aujourd'hui peut s'appréhender sur deux volets. D'abord, nous avons francophonie avec petit f et francophonie avec grand f. La francophonie avec petit f fait référence à l'ensemble des locuteurs de la langue française du par le monde. C'est-à-dire moi en tant que locuteur de la langue française, un Français en tant que locuteur de la langue française, ou bien même un Vietnamien en tant que locuteur de la langue française. Tout cet espace-là constitue ce qu'on appelle la francophonie avec petit f. Maintenant, la francophonie avec grand f, c'est l'organisation internationale. C'est un regroupement sur une base politique des États et des gouvernements ayant la langue française en partage. Mais il faut faire cette petite différence-là lorsqu'on veut parler de la francophonie. Il y a une francophonie avec petit f qui fait référence aux locuteurs de la langue française du par le monde, et une francophonie avec grand f qui, elle, fait référence à l'Organisation internationale de la francophonie, c'est-à-dire un regroupement sur une base politique des États et gouvernements ayant la langue française en partage. On va parler de francophonie au plan micro avec petit f et au plan macro, c'est-à-dire, si vous le voulez, oui, en utilisant les termes des économistes. Alors, vous avez si bien décrit la francophonie. Notre question est de savoir, de plus en plus, certains disent que la francophonie est un projet qui a été copié du Commonwealth. D'autres estiment même que c'est un moyen de continuer l'expédition coloniale en Afrique. Donc, c'est une forme de néocolonialisme en Afrique. Que pensez-vous par rapport à cela? C'est moi, vous avez bien relevé les différents préjugés qui tournent autour de la conception même de la francophonie. À côté des préjugés que vous avez relevés tantôt, on pourrait m'ajouter un autre, qui est celui de considérer que la francophonie c'est une organisation des Nations Unies bis, en quelque sorte. Donc c'est pour dire que la francophonie est minée dans sa conception par les préjugés, comme je le disais tantôt. Même des préjugés qui consistent à la considérer comme un projet néocolonial, qui consiste à la considérer aussi comme un Commonwealth à la française, une copie du Commonwealth. Et un autre préjugé qui consiste à la considérer en tant qu'une organisation des Nations Unies bis. Alors relativement au premier préjugé, celui sur le projet néocolonial, la francophonie aujourd'hui est composée de 88 membres, États et gouvernements, à raison de 54 membres de plein droit, 27 membres observateurs, 7 membres associés. Et dans ces 88 États membres, nous avons des États qui n'ont pas une histoire en commune avec la France. Parce qu'il dit néocolonialisme, il dit forcément la continuation de la colonisation par d'autres moyens. C'est-à-dire une mise en perspective des relations coloniales passées dans un autre champ. Mais vous allez voir, au sein de la France, nous avons des États membres comme le Ghana, qui n'a rien à voir avec la langue française. Nous avons aussi le Qatar, par exemple. Pour le Qatar, aussi des pays comme la République tchèque, comme la Lituanie, qui sont des pays, la Guinée équatoriale, mais qui sont des pays qui n'ont rien à voir avec la langue française. Parce que dire que la francophonie, c'est une continuation de la politique française, c'est le soft power français, ou même encore le néocolonialisme, c'est éluder cet aspect de la chose-là. C'est un peu trop donner de puissance à la France en quelque sorte. C'est vrai, la France fait partie des puissances diplomatiques, les plus grandes puissances diplomatiques dans le monde, mais c'est trop lui donner de force en quelque sorte.
Bon, relativement maintenant aux préjugés selon lesquels la francophonie a été copiée, une copie du Commonwealth. Il faut savoir que le Commonwealth a pour unité symbolique la reine d'Angleterre. C'est-à-dire c'est au niveau de la reine d'Angleterre que se situe l'essence même du Commonwealth. C'est-à-dire nous avons aussi une histoire commune entre tous les membres du Commonwealth. Or, vous verrez que dans la francophonie, nous avons une diversité de membres. Une diversité tant sur le plan politique, tant sur le plan économique, sur le plan linguistique que sur le plan social. Donc, sur ce point de vue, nous ne pouvons pas dire que c'est une simple copie du Commonwealth, puisque la francophonie, elle apporte des sens culturels. Donc, elle promet la diversité culturelle. Or, dans le Commonwealth, nous avons plus une uniformisation au niveau de l'anglais, c'est-à-dire avec le symbole de la reine d'Angleterre, et aussi une histoire commune, alors que dans la francophonie, nous avons des États membres qui ont des histoires très divergentes, mais au contraire, qui s'associent à partir d'une seule langue. Donc, le Commonwealth, c'est une union géoculturelle à partir d'une histoire commune et sous l'égide de la reine d'Angleterre. Or, dans la francophonie, c'est plutôt une union géoculturelle sur la base d'une langue commune, ce qui est très différent. Union géoculturelle. Alors, vous avez justement essayé de montrer la diversité qui existe au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, ce qui nous fait penser au multilatéralisme. Alors, la question est celle de savoir comment se déroule le multilatéralisme au sein de la francophonie. Si vous le permettez, nous allons d'abord revenir sur une qualification conceptuelle du multilatéralisme qui fait référence justement à un système de relations internationales qui privilégie les négociations, les accords, les coopérations entre plusieurs États membres, pas uniquement deux, mais plus de deux États membres, et ce sur la base des règles communes. Alors, au sein de la francophonie, nous avons d'abord des instances politiques, des instances consultatives qui servent justement à matérialiser ce multilatéralisme de la francophonie dans ses actions. Au niveau des instances politiques, nous avons d'abord le sommet, qui est aussi appelé la conférence des chefs d'État et du gouvernement, ayant la langue française en partage. À côté de ce sommet, nous avons aussi la conférence ministérielle de la francophonie, CMF, qui elle est représentée par est composée par des ministres de la francophonie, donc les ministres des États et gouvernements dans la langue française en partage. Quand en tant que ministre, c'est effectivement des ministres des relations extérieures, dans le cas du Cameroun, et du ministre des Affaires étrangères dans le cadre du Gabon par exemple. Après le CMM, nous avons aussi le CPF, Conseil permanent de la francophonie. Alors la différence, c'est que le CPF, lui, est constitué des représentants permanents des chefs d'État et de gouvernement au sein de la francophonie. Dans le cas du Cameroun, le représentant permanent, spécial et permanent du chef d'État camerounais au sein de la francophonie, c'est l'ambassadeur de France. L'ambassadeur de France qui est en même temps ambassadeur de France, en même temps représentant permanent du chef de l'État au sein du CPF. Donc voilà. L'ambassadeur du Cameroun en France. Oui, l'ambassadeur du Cameroun en France. Merci bien pour la précision. Donc à côté de ces premières instances politiques, nous avons aussi le secrétariat général, comme je le disais tantôt, qui est né de la charte de Hanoï de 1997, où on a créé le poste de secrétaire général pour donner une impulsion politique à la francophonie. Et si vous le permettez, on va faire une parenthèse sur les secrétaires généraux. À ce jour, la francophonie a connu 4 secrétaires généraux, à raison de 2 hommes et de 2 femmes. Donc vous voyez que la francophonie, c'est aussi cet équilibre-là entre les hommes et les femmes. Le premier secrétaire, Koudou Gali, ensuite l'ancien président sénégalais Abdou Diop, et après ça a été Michael Jean, et maintenant aujourd'hui nous avons Louise Mouchikouabo, la Rwandaise. Donc ça c'est pour étayer ce qu'on entend par secrétaire général de la francophonie. Donc maintenant à côté du sommet, côté du CMF, conférence ministérielle de la francophonie, côté aussi du conseil permanent de la francophonie, à côté encore du secrétariat général de la francophonie, nous avons donc un opérateur principal et des opérateurs directs. L'opérateur principal de la francophonie, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, anciennement appelée Agence intergouvernementale de la francophonie. Alors que dans ces opérateurs directs, nous avons l'Agence universelle de la francophonie qui a été créée en 1961. Nous avons aussi la télévision TV5 Monde, vous connaissez très bien. Voilà. Nous avons aussi l'université Senghor en Alexandrie qui est située en Égypte. Nous avons aussi l'association internationale des maires francophones. Donc voilà constitue le statut des instances politiques de la francophonie. Mais à côté de ces instances politiques, comme je le disais tantôt, nous avons aussi des instances consultatives.
Et dans ces instances consultatives, nous avons d'abord en pole position l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui, elle, regroupe les membres, si on peut dire les parlementaires de chaque pays ou gouvernement ayant la langue française en partage. À côté de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous avons aussi les différentes conférences, c'est-à-dire la conférence ministérielle, la conférence des ministres de l'éducation nationale, c'est-à-dire la conférence des ministres des États et des gouvernements ayant la langue française en partage, mais aussi la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des États et des gouvernements ayant la langue française en partage. Voilà présenté brièvement l'ossature multilatérale de la francophonie. Mais il faut aussi noter, si vous le permettez, au sein de la francophonie, nous avons aussi ce qu'on appelle le Fonds multilatéral unique. C'est une occasion de célébrer la présence du Cameroun au sein de la francophonie, parce que c'est le Cameroun qui a l'initiative de ce fonds-là, le Fonds multilatéral unique. Le Fonds multilatéral unique, c'est un fonds qui permet de financer toutes les activités de la francophonie. Et dans ce fonds, nous avons deux types de contributions, les contributions statutaires et les contributions volontaires. Donc voilà présenté, M. Mouaga, la composante multilatérale de... Sans compter aussi sur le plan culturel avec l'organisation des Jeux de la francophonie. Exactement. Alors nous sommes arrivés au thème de cette première partie en fait, d'émission. Nous parlons de la francophonie 50 ans après. Nous allons faire une petite pause et nous retrouver juste après les lectures de mail. Salut chers internautes, bienvenue à ce nouveau numéro de la lecture de mail. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de francophonie, ou plus précisément les réalisations de la francophonie 50 ans après sa création. Lorsqu'on parle de réalisation, on parle d'accomplissement, de réussite. Depuis sa création en 1986, la francophonie, guidée par ses objectifs, est l'objet de beaucoup de réalisations. Alors, quelles sont ces réalisations? En premier lieu, parlons de la promotion de la culture et de la langue française. Dans le but de promouvoir la culture française et celle des pays membres de la francophonie, des centres culturels français ont été créés dans les pays membres qui ont pour langue officielle le français. Des alliances françaises sont créées dans les pays luxophones et anglophones. Elles ont pour mission l'enseignement et la propagation de la langue française jusqu'au bout du monde. Deuxièmement, parlons de l'annulation des dettes. Les dettes encaissées par certains pays ont été annulées. La France, jouant le rôle de grand frère à d'autres pays membres de la francophonie, a décidé d'annuler leurs dettes. Un bon exemple est celui mentionné dans le journal Afrique Expansion, mars-avril 2010, page 155, qui montre que la France a annulé 205 milliards de francs CFA de la dette à la Côte d'Ivoire. Troisièmement, parlons du renforcement de la défense. Les partenariats de défense ont été signés entre certains pays membres de la francophonie. Par exemple, la France et le Djibouti, le 19 janvier 2010, ont renforcé le partenariat de défense entre les deux pays, notamment pour garantir l'intégrité territoriale de la République de Djibouti face aux agressions érythréennes. La France dispose à Djibouti de sa plus importante base militaire à l'étranger avec près de 3000 hommes. Confère Journal Afrique Expansion, mars-avril. Ensuite, comme réalisation de la francophonie, nous avons la création des organisations de coopération. Les pays membres de la francophonie ont créé de nombreuses organisations dont voici quelques-unes. L'Union internationale des journalistes et de la presse de la langue française. L'UREF, qui est l'Université des réseaux d'expression française. La conférence des ministres de l'éducation nationale des pays ayant en commun la langue française, abrégée Confemen. L'OPELF,
qui est l'association des universités partiellement ou entièrement de la langue française. Nous avons également l'OCAM, qui est l'Organisation commune africaine et malgache. En plus, nous avons la Conférence des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, abrégée CONFEMER, la Fédération internationale des professeurs de français, l'Assemblée parlementaire de la francophonie et enfin la Conférence des ministres francophones de jeunesse et des sports, abrégée CONFEJES. De plus, d'autres domaines de réalisation de la francophonie sont la condamnation de la violence, la lutte contre la piraterie, le maintien de la paix, ainsi de suite. Alors, chers internautes, voilà ainsi détaillé quelques réalisations de la francophonie 50 ans après sa création. Retrouvons-nous mardi prochain pour la prochaine rubrique. Bye bye! De retour sur le plateau, discutant de la francophonie, nous venons de suivre avec beaucoup d'intérêt les lectures de Mel, une lecture enrichissante, une lecture inspirante, une lecture qui nous a permis davantage de pouvoir agréger nos connaissances. Nous allons poursuivre nos échanges avec M. Belingamuka Pierre Ivan, l'homme aux multiples casquettes, étudiant à l'université de Lyon 3, délocalisé à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Nous allons poursuivre nos échanges sur la francophonie 50 ans après. Alors, j'aimerais savoir quel est l'intérêt pour nous Africains d'être dans l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous remercie M. Mouaga pour cette question très pertinente. Et étant donné que la francophonie interpelle les Africains à un haut niveau. D'abord, il faut dire que la francophonie, comme le disait Boukous Galé, est un désigné hors de phase, c'est-à-dire en Afrique. Comme je le disais à l'entame de mes propos, parmi les pères fondateurs de la francophonie, nous n'avons aucun Européen, aucun Français. Nous avons eu 4 pères fondateurs de la francophonie. Et parmi les 4, nous avons 3 Africains. Senghor, Amane Diori et Habib Bourguiba. Et le Cambodgien aussi qui vient en 4e position. C'est pour vous dire que dans son essence, d'abord, la francophonie est africaine. De nos jours, on a tendance à négliger ce détail-là. Si vous le permettez, je vais prendre l'exemple de la compétition Rallye Dakar, que vous connaissez très bien. Vous voyez que le Rallye Dakar, c'est une compétition qui a pris forme en Afrique. Dans son intitulé même, vous voyez que Rallye Dakar, c'est-à-dire actuellement la 43e édition du Rallye Dakar, si je me souviens bien, elle se déroule en Arabie Saoudite. Donc vous voyez qu'on vient nous expliquer que la francophonie est d'abord d'essence africaine. Et nous devons donc tous lutter pour une africanisation de la francophonie. Lorsque vous voyez d'abord, bien que les États membres qui sont africains, c'est-à-dire nous avons le plus grand nombre de le plus grand contingent au sein de la francophonie, suivi du continent européen qui suit avec 34 États membres. Bien qu'à ce niveau-là, on constate déjà que l'effectif même au niveau des locuteurs de la langue française est un peu plus en faveur de l'Afrique. Quand on voit devant la France, qui est le pays où on retrouve le plus grand nombre de locuteurs, mais en termes de normes, c'est la République démocratique du Congo qui a le plus grand nombre de locuteurs de la langue française. Donc c'est pour vous dire que cette question est hautement importante pour nous les Africains parce que la francophonie, ce n'est pas uniquement la promotion de la diversité culturelle. La francophonie, c'est aussi une lutte pour une vision multipolaire de la mondialisation, c'est-à-dire lutter contre cette uniformisation de la mondialisation parce que vous verrez que la mondialisation qui est en fait au sens du American Way of Life et ceci peut encourager justement ce qu'on appelle le choc des civilisations, c'est-à-dire une seule culture où tout le monde doit suivre la même culture et on ne peut pas prospérer dans un monde avec une seule culture. Donc la francophonie s'inscrit justement dans la promotion de cette diversité culturelle et linguistique. C'est donc une occasion pour les Africains de saisir cette opportunité de promotion de la diversité culturelle et linguistique parce que le continent africain est l'un des rares continents au monde où nous avons
des langues en un point fini. Donc chaque ethnie a une langue bien précise. Si je prends uniquement le cas du Cameroun, vous avez plus de 200 ethnies au Cameroun qui fait référence à plus de 200 langues nationales. Donc il est donc question de faire cette promotion de cette diversité culturelle. Parce que la francophonie, contrairement à ce qu'on a tendance à dire, ce n'est pas le fait de promouvoir uniquement la langue française, comme un satellite à travers lequel vont s'agréger toutes les autres langues nationales, en quelque sorte. C'est-à-dire toutes les langues nationales, je prends par exemple le cas du Bolo, du Yambassa, pour pouvoir mieux s'entendre. C'est cette diversité culturelle que la francophonie met en avant, d'où le fait qu'elle promouvoit aussi une autre vision de la mondialisation. Donc, elle conteste en quelque sorte une vision monolithique de la mondialisation. Et c'est là une opportunité pour nous les Africains de s'insérer dans notre vitrine à travers laquelle les Africains peuvent revendiquer, peuvent aussi peser de leur poids sur la scène internationale. Et le cas s'est juste posé en 2005 lors de l'adoption de la Convention et la promotion des exceptions, des expressions culturelles où la francophonie a joué un très grand rôle dans l'adoption de cette convention, et les pays africains justement qui ont pesé de leur poids. Parce que quand on parle davantage de culture, on voit plus les pays africains. Mais les pays africains ont pu peser de leur poids sur l'adoption de cette convention internationale. Donc voilà des pistes que nous les Africains nous devons explorer en étant membres de la francophonie. Une contestation de la vision monolithique que l'on a de la mondialisation. Nous considérons que l'Afrique a tout intérêt à y être dans la francophonie. Notre africain, l'Égyptien Foscali, l'ancien président du Sénégal, et nous avons aujourd'hui mademoiselle Madame Louise Mushikiwabo, l'ex-ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Alors je vais vous poser une dernière question. Aujourd'hui, la francophonie a de nombreux objectifs à atteindre, 50 ans après. Alors, quels sont les obstacles à atteindre? La francophonie aujourd'hui c'est 16% de la population mondiale. C'est 20% des échanges commerciaux dans le monde. Et la francophonie, c'est enfin des Nations Unies. Après avoir présenté toutes les statistiques, vous verrez que la francophonie, c'est une organisation avec beaucoup d'atouts et qui nourrit aussi une pléthore d'obstacles que nous pouvons citer. Mais nous allons nous attarder principalement sur 3 obstacles. D'abord, le fait que la francophonie n'a pas une instance coercitive des décisions prises. Secondairement, le fait que la francophonie, c'est aussi un atout, le fait que sur le plan de diversité politique et économique, mais c'est aussi un inconvénient, nous allons y revenir. Et le troisième obstacle que l'on peut donner à la francophonie, c'est le poids, si on peut dire le poids, le très grand poids de ces puissances hégémoniques, à savoir la France et le Canada, voire même la Suisse. Voyez-vous, M. Mouaga, au sein de la francophonie, on n'a pas encore d'instrument de coercition parce que, et c'est aussi un problème dans les organisations internationales qui sont d'essence culturelle et de nécessité politique, comme la francophonie. Ils ont ce problème de faire respecter les règles. Et lorsque la francophonie adopte une résolution, la francophonie se base davantage sur le principe de la bonne foi dans les relations internationales pour faire adopter ces résolutions dans ces États membres. Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, merci bien. Mais vous voyez bien qu'à l'orée de l'évolution des phénomènes sociaux internationalisés, mais aussi des conflits dans le monde, il s'avère qu'il devient difficile pour les États membres de se focaliser uniquement sur le principe de Pacta sunt servanda pour faire appliquer des résolutions, des règles prises par la francophonie. Donc voilà un des problèmes majeurs, si on peut le dire ainsi, que la francophonie rencontre. Si on prend uniquement le cas de la déclaration de Bamako, qui a été adoptée le 3 novembre 2000 par la francophonie justement, et qui stipule que francophonie et démocratie sont indissociables. Donc cette déclaration fait la promotion de la démocratie dans l'espace francophone en quelque sorte. Et la francophonie a donc des difficultés à pouvoir intégrer dans cela au sein de ces États membres, justement parce qu'il n'y a pas un instrument coercitif à travers lequel la francophonie peut imposer à ces États membres le respect des principes démocratiques, c'est-à-dire principes d'alternance, pluralisme politique, l'état de droit, ainsi de suite, et j'en passe. Donc voilà un problème
très important qu'on retrouve au sein de la francophonie, l'absence d'instruments de coercition. À côté de cette absence, nous pouvons aussi noter la diversité de ses membres. Comme je le disais tantôt, cette diversité peut être appréhendée selon l'image du dieu grec Janus Bifas, c'est-à-dire deux faces, face heureuse et face malheureuse. La face heureuse, c'est que la francophonie fait justement une promotion de la langue, la diversité culturelle. C'est même ça qui fait aussi l'essence de la francophonie. Mais cette diversité culturelle-là, c'est aussi un problème pour la francophonie. Parce que c'est la francophonie, vous avez les États du Nord, les États du Sud. Quand les États du Nord, c'est-à-dire les États les plus équipés, et les États les moins équipés. Parce que je n'aime pas l'expression terme développé et sous-développé. C'est un peu trop subjectif. Alors, lorsque l'on parle davantage, et là je m'inspire du président Mobutu, qui était le premier à rendre publique ces expressions-là, les États les plus équipés et les États les moins équipés. Donc je me penche davantage sur ce qu'on nous voit là pour expliquer ma pensée. Donc c'est pour dire qu'au sein de la francophonie, nous retrouvons non seulement les États les plus équipés comme la France, le Canada, la Suisse, nous retrouvons aussi les États les moins équipés qui sont dans la catégorie même des États les plus pauvres au monde. Si je prends seulement le cas du Niger, vous voyez, dans une organisation internationale, et aussi au sein il faut aussi savoir qu'une organisation internationale, il y a le principe de l'égalité devant la droite qui règne. C'est-à-dire qu'un État comme la France a les mêmes droits qu'un État comme le Niger. Mais lorsqu'on vient sur le débat géopolitique, sur le terrain en quelque sorte, on se rend compte que ces États ne peuvent pas avoir une même influence au sein de la francophonie. La France est quand même un État qui est plus équipé, qui contribue davantage, alors que quand vous voyez le Niger, ce n'est pas tout à fait ça. Donc voilà un problème auquel on doit réfléchir au sein de la francophonie. Cette grande diversité de ces États membres-là. Ça, ce n'est que sur le plan, si on peut le dire ici, sur le plan de l'équipement. Si on peut aussi sur le plan politique, au sein de la francophonie, vous retrouvez des démocraties pluralistes, vous retrouvez des monarchies même aussi. Le Maroc qui est un État membre de la francophonie, c'est une monarchie. Par exemple. Donc vous voyez, il y a une très grande diversité qui rend la prise de décision, même au sein de la francophonie, assez complexe. Parce que la prise de décision nécessite justement de prendre en compte les différents aléas, mais aussi la personnalité même des acteurs qui entrent dans la prise de décision. Et c'est en fonction de cette prise de conscience de cette nature des acteurs qu'on arrive à formuler une prise de décision dans une organisation internationale. Mais dans une organisation internationale où les acteurs ont des natures aussi diverses comme la francophonie, ça devient compliqué de pouvoir prendre des décisions au sein de la francophonie. C'est ça qu'il y a toujours des ONU. Chaque fois qu'il faut élire, par exemple, le secrétaire général de la francophonie, il y a toujours ces débats-là entre le poids de la France, les Africains, les Européens. Donc c'est assez complexe. Ça, c'est le deuxième obstacle à l'atteinte des objectifs de la francophonie. Et le troisième obstacle à l'atteinte de ces objectifs, c'est justement l'influence de ces puissances hégémoniques. Parce que, voyez-vous, au sein de la francophonie, nous avons des puissances hégémoniques que sont la France, le Canada, la Suisse. J'entends par puissance hégémonique des États membres de la francophonie qui arrivent à orienter, voire à influencer les prises de décision au sein de la francophonie. Et cela se matérialise justement par le fait que ces puissances hégémoniques contribuent plus au sein de la francophonie. Et cela nous ramène justement au principe selon lequel qui paye commande. C'est la personne qui paye. La main qui donne et la main qui commande. Exactement, la main qui donne, c'est la main qui commande. Et lorsque vous voyez aussi la francophonie que la France, d'après le rapport de Jacques Attali de 2014, on voit que la France est l'État membre de la francophonie qui cotise le plus à hauteur d'environ entre 35 et 40% du budget total de la francophonie. Donc vous voyez que rien qu'à ce niveau-là, la France peut déjà orienter les prises de décisions au sein de la francophonie, mais aussi prioriser certaines actions. Même chose pour le Canada, parce qu'après la France, il y a des États comme la Suisse qui viennent dans les contributions du Canada, et les États africains, ce n'est toujours pas trop ça. Donc vous voyez que c'est là aussi un obstacle majeur sur la francophonie qui fait que
l'action, la prise de décision, c'est la francophonie, mais aussi l'action publique internationale de la francophonie est davantage désorientée au gré des intérêts d'un groupuscule d'États que sont ces puissances hégémoniques. Je retiens donc que la francophonie a 3 obstacles dans sorte de coercition, c'est d'autant plus qu'on a vu avec le cas du Mali, qui n'a pas respecté la démocratie en mettant en place comme coup d'État, un gouvernement militaire. Directement le Mali a été suspendu des instances de la francophonie. On parle également de son passé de l'horizontalité des relations internationales à la verticalité en raison des puissances hégémoniques, en raison des contributions que les uns et les autres apportent. Alors, nous sommes arrivés au thème de nos échanges, M. Bellinga, vous êtes, on va le rappeler, étudiant en master à l'Université Lyon 3, localisé à Lyrique. Vous êtes également coordonnateur de l'Institut camerounais pour les Nations Unies au sein de l'Association camerounaise pour les Nations Unies, en charge de la formation des parlementaires juniors. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également, M. Moaga. Nous espérons que la prochaine fois, vous allez également répondre de la sorte lorsque vous serez invité pour discuter avec nous. Alors, d'accord. Cette émission a donc bénéficié à la supervision de M. Zele Théophile, à la coordination du mouvement New Mind for Movement. Nous remercions Mademoiselle Mel pour sa lecture. Nous remercions également M. Bétienne Abraham pour sa coopération dans les relations publiques. Quant au micro de présentation, je demeure Lionel Moaga. Restez à l'écoute et à la prochaine émission.